Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dès le début du XXe siècle, le premier génocide a lieu sous le gouvernement allemand de Bismarck, 1904. Ce génocide se produit en Namibie, État proche de l'Afrique du Sud. Certains seigneurs allemands veulent accaparer des terres dans ce pays, et ces terres sont la propriété des Hereros et des Nama. Ce sont de bonnes terres. Pour ce faire, ils déclenchent le génocide de ces ethnies. Quelques années plus tard, c'est au tour des Arméniens de subir un même sort. Le génocide des Arméniens en 1915 a comme objectif leur extermination par les jeunes Turcs, formés par les Allemands. Ces mêmes jeunes Turcs vont aussi occuper leur territoire, la Grande Arménie qui correspond à l'Asie mineure actuelle. En 1939 à 1945, l'occupation allemande envahit toute l'Europe. Sous Hitler, les Allemands nazis décident l'extermination des Juifs d'Europe. Ce génocide va conduire à la mort de millions de Juifs, 6 millions et plus peut-être. Ils extermineront également les gens du voyage, les handicapés et certains opposants politiques. Le monde entier proclame haut et fort plus jamais ça. Cela n'empêchera pas la poursuite des massacres. D'autres génocides ont lieu. D'abord, le massacre des Cambodgiens par leurs propres compatriotes, les Khmers rouges. Nous sommes en 1975 à 1980. En Afrique, en 1994, se produit un nouveau génocide, celui des Tutsis par les Hutus, ethnie majoritaire au Rwanda. La liste ne s'achève pas là, malheureusement. Le génocide des Laris, population du Congo-Brazzaville, se poursuit depuis une vingtaine d'années. On peut encore ajouter les Yézidis, les Rohingyas. Nous nous proposons donc d'appréhender ce XXe siècle avec parfois les yeux du témoin. Cambodge, Rwanda. Première partie, ce que j'ai entendu. Chapitre 1, premier génocide du XXe siècle, en Namibie. Génocide des Hereros et des Nama. L'un des premiers génocides qui eurent lieu au tournant du XXe siècle est le génocide commis contre les Hereros et les Nama en Namibie, État situé en Afrique du Sud-Ouest, jouxtant l'Afrique du Sud. Je ne connaissais pas ce génocide, et il semble que nous soyons beaucoup à ne pas en avoir entendu parler. Au début de l'année 2018, le Mémorial de la Shoah à Paris a décidé de faire connaître ce génocide en s'associant à l'Institut culturel allemand, établi dans le quartier du Marais à Paris, 4e arrondissement, et ce dans la politique qu'il mène déjà depuis plusieurs années, d'évoquer les différents génocides qui se sont passés dans le monde en invitant les derniers survivants de ces génocides, Arménie, Rwanda, bien sûr, sans oublier la Shoah, extermination des communautés juives Europe pour laquelle il a été ouvert. Le génocide en Namibie. Ce génocide a été perpétré par l'armée du Deuxième Reich, sous les ordres de Lothar von Trotha, dans le sud-ouest de l'Afrique, en 1904. 65 000 Hereros et 20 000 Nama ont été massacrés, dans le cadre d'un programme d'extermination pour conquérir un territoire par les troupes coloniales allemandes, 1884 à 1911. On estime à 80% le nombre des autochtones qui ont été tués. Ces faits ont été consignés dans un rapport de 1917, The Blue Book, et réévalués à partir des années 1990 pour un travail de mémoire. Le contexte : la colonisation de l'Afrique par les puissances occidentales. Pendant que la France et la Grande-Bretagne prenaient possession de la moitié de l'Afrique, l'Empire allemand n'obtenait que quelques comptoirs. Mais dès 1884, il se voit attribuer 4 zones d'expansion en Afrique, Togo, Rwanda, Cameroun et Namibie. À la faveur d'une guerre interethnique entre Hereros et Nama, l'Empire en profite pour implanter un premier comptoir. Qui sont les Hereros et qui sont les Nama ? Il s'agit de peuples de pasteurs qui s'affrontent au sujet de pâturage et de points d'eau. Des massacres. Dès 1893, 80 hommes et femmes sont massacrés sur l'ordre de Kurt von François. 200 soldats, dont les Basters commandés par von François, déferlent sur le clan Nama et massacrent hommes, femmes et enfants. On est dans la nuit du 12 avril 1893. Ashwit-Bui réussit à s'enfuir. La résistance semble vaincue. Les colons peuvent s'installer sur tout le territoire. Ils vont cultiver les terres, élever des ovins, exploiter les mines. Cette colonisation va durer 10 ans.
Un accord est alors signé entre Samuel Maharero, chef des Hereros et von François, accord dit protectoral. Le génocide. Puis en 1904, un massacre de grande ampleur a lieu. Il va durer jusqu'en 1908. Les Hereros, empêchés de pratiquer leur transhumance, victimes d'une peste bovine, se soulèvent et vont attaquer les colons allemands, épargnant femmes et enfants. Ils ont à leur tête Samuel Maharero. Ils détruisent les lignes de communication, les chemins de fer, la télégraphie. Berlin décide de réagir. Pendant 5 mois, la répression allemande s'organise et sera terrible, massacrant hommes, femmes et enfants. Ils sont sous la direction de Teleudwein. Ils ont un trésor de guerre pour les aider. Canons, mitrailleuses, grenades et vaisseaux de guerre sous le commandement de von Trotha qui s'est déjà illustré au Togolan et en Chine. Il est surnommé « le requin ». Avant le massacre, les Allemands ont organisé une guerre d'usure. Puis, ils déclenchent le massacre de Waterberg. Bien plus, ils font savoir que tout Herero qui sera trouvé dans les frontières ou ailleurs sera abattu, avec le bétail ou non. La seule issue pour les rescapés est de partir dans le désert de Kalahari où ils meurent de faim et de soif. Certains vont se rendre et seront déportés dans des camps. Ces camps sont aménagés. Les déportés sont enchaînés et tatoués. La moitié d'entre eux mourra en captivité. Ces camps ont été installés sur l'île de Shark. On comptera 6 camps. Très peu de gens dans le monde sont informés de ces événements. Une partie de la presse du Cap, Afrique du Sud, dénonce ces camps. Une partie également de la presse anticolonialiste est au courant. Le Parlement s'inquiète des retombées de ces maltraitances et remplace von Trotha. Les condamnés travaillent à la construction des chemins de fer. Déjà, E. Fischer, le futur professeur du Dr Mengele, bien connu sous la période nazie, pratique des expérimentations médicales et procède à des mensurations sur des cadavres, dans une optique anthropologique et eugénique. En 1927, il va fonder l'Institut d'anthropologie Kaiser Wilhelm, à Berlin. Vers 1905, les Nama ne se soumettent toujours pas. Les Allemands vont en exécuter 20 000. Les paroisses allemandes vont alors réagir. Les camps de déportation préfigurent les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. En 1908, le Kaiser décide de gracier les Hereros et les Nama. À cette même période, on découvre des diamants au même endroit où la colonisation avait débuté. En 1911, on ne comptera plus que 15 000 Hereros, soit 20% de la population originelle. Le génocide en Namibie se place dans un contexte où, à Cuba, des camps de concentration sont organisés par les Espagnols face à la guerre d'indépendance. À Madagascar, des mêmes camps sont organisés par les Français, chez les Zoulous, en Afrique du Sud, par les Britanniques, aux USA, avec les Indiens des plaines par les Américains. Ce qui va distinguer ces violences des violences commises en Namibie, c'est l'accent mis sur l'extermination. Pendant la guerre des Boers, la Grande-Bretagne a créé un modèle de camp, clôture grillagée, doublée d'une seconde clôture formée avec du fil de fer barbelé. Elle a également procédé à la déportation de la population entière. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Et pour être complet, il faut ajouter la malnutrition, le manque d'hygiène qui vont être à l'origine de maladies contagieuses qui entraîneront la mort de beaucoup de prisonniers. Ce qui va différencier ces camps des camps de concentration nazis, c'est l'utilisation industrielle des chambres à gaz pendant la Seconde Grande Guerre et qui va relever de l'ingénierie nazie. À plusieurs reprises, les Hereros et les Nama vont réclamer la reconnaissance du génocide par les Allemands. Ceux-ci veulent bien réparer, matériellement, la destruction qu'ils ont provoquée dans ce pays, mais ils reculent à reconnaître un génocide. Il faut attendre les dernières années pour que les choses avancent. Les Allemands restitueront des crânes de Nama et de Hereros, qui ont été tués au début du siècle, à la Namibie. Cela permettra aux familles Nama et Hereros d'achever leur deuil en procédant aux funérailles de leurs ancêtres, au pays. En effet, les Allemands, après les combats menés en Namibie, avaient emporté des crânes de Hereros et de Nama en Allemagne pour les mesurer et affirmer ainsi que les Hereros et les Nama étaient des peuples inférieurs à la race allemande. Pour écrire ces quelques lignes, nous nous sommes appuyés sur Wikipédia et sur les différentes prestations présentées par des enseignants et chercheurs allemands, en exercice actuellement,
lors des journées organisées par le Mémorial de la Shoah et l'Institut culturel allemand en janvier 2018. Bibliographie. Okusoga, D. Casper W. Erickson, The Kaiser's Holocaust. Germany's Forgotten Genocide and the Colonial Roots Epho-Nazisme, Faber 2011, 3e ed. Fontenay Ndiaye, Blue Book, Paris, Kalman-Levy 2015. Chapitre 2, Le génocide arménien. Autant que je me souvienne, l'Arménie a pris corps en moi, très tôt. Mon père, qui se plaisait à nous raconter l'histoire des peuples et leur culture, aimait nous emmener dans des lieux, des villes traversées par l'histoire de ces peuples quand nous étions enfants. Nous habitions alors la province. Paris était la visite obligée. J'avais 9 ou 10 ans lorsqu'il nous y conduisit. Le seul souvenir que j'en ai gardé, c'est celui d'un restaurant arménien. Mon père nous parla longuement de la cuisine arménienne, en particulier des délicieux feuilletés au fromage. Encore aujourd'hui, j'en conserve le goût. Instant de dépaysement complet, pour les petits provinciaux que nous étions alors. Mémoire d'essence, parole du père qu'on n'oublie pas. Ce n'est qu'à présent que je puis dire, en évoquant ce souvenir, ô combien cela nous fit d'emblée pénétrer au cœur de l'Arménie. J'ai pu depuis mesurer l'importance des repas dans la vie arménienne, l'accueil de l'étranger, l'hospitalité, le partage de convivialité. Enfant, c'est mon père qui me fit connaître cette cuisine. Je ne puis m'empêcher au passage de faire le lien avec la place et le rôle du père dans la vie familiale arménienne. D'autres souvenirs ont pris place chez moi. Lors de voyages en Turquie, la découverte de la petite et de la grande Arménie. L'occasion m'en fut donnée à 2 reprises. D'abord, en découvrant le centre de la Turquie, puis l'est du pays, lors d'accompagnements de touristes français, successivement en 1988 et en 1989, accompagnement que j'effectuais dans le cadre de Nouvelles Frontières, agence de voyage qui employait des volontaires, en général enseignants pendant l'été. Il n'est pas possible lorsqu'on se rend en Cilicie et surtout, en Turquie de l'Est de taire la mémoire arménienne. Tout vous rappelle l'histoire des Arméniens dans ce pays, dès votre entrée à Erzurum et en parcourant les zones frontalières. Pour atteindre la barrière montagneuse au nord-est qui commence le Caucase, nous sommes amenés à traverser des étendues de plateaux désertiques. En cette fin septembre, tout est jauni par le soleil. L'espace s'ouvre devant nous, à l'infini. On en a le souffle coupé. On est loin de tout. Il n'y a rien, seulement, de petites étendues d'eau qui donnent une note d'un indicible rafraîchissement. Des jeunes femmes, coiffées de leurs foulards fleuris et colorés, étendent les tapis qu'elles viennent de fabriquer sur des carrés de verdure qui poussent à côté de l'eau. Elles ont lavé ces tapis, afin de redonner tout l'éclat aux couleurs de ceux-ci. Il y a par-ci, par-là des maisons en argile, des troupeaux d'oies qui font des dizaines de taches blanches. On aperçoit plus loin des chevaux qui paissent ou qui galopent à travers ces immenses prairies. Que de contrastes. Après avoir quitté les lieux, où le regard ne croise que la pierre noire, teintée or ou mauve au coucher de soleil, où des villages entiers, construits dans cette même pierre, viennent d'être laissés par les bergers, leurs familles et leurs troupeaux à l'approche des frimas et de la neige qui feront leur apparition dès le mois suivant, autrement dit en septembre. Quand on arrive au contrefort escarpé qui borde la frontière russe, sur la mer Noire, on découvre les plantations de thé. Le thé est d'un vert sombre, on dit encore vert anglais. Les plantations sont bien alignées. Elles abritent la maison de leurs propriétaires. Au détour de la route, on peut croiser des familles entières qui se sont rassemblées pour trier le thé cueilli, le répartir dans des sacs et le vendre aux coopératives. Tout en continuant de grimper et en longeant la frontière, on traverse des villes très animées. Beaucoup de gens se pressent dans les rues, surtout des hommes. Nous apercevons des églises perdues dans des lieux inaccessibles. Elles servent parfois d'habitation et même l'ancienne nef de l'église peut servir de salle de prière au culte musulman. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.